savons-nous de notre présence sur Terre? On nous dit que tous les êtres vivants sont parents, membres d'un même arbre généalogique, l'arbre évolutif. L'homme ne serait pas issu de Dieu, pas plus que le singe, son cousin. Les ADN de l'humain et du singe bonobo sont semblables, identiques à plus de 98%. Nous avons cru si longtemps. Il était à l'origine de notre existence, à l'origine de la conscience. Mais nous sommes issus de la nature, et c'est à travers elle qu'aujourd'hui, nous cherchons des réponses. On se pose tous la question de savoir, la fameuse question d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait ici. Moi, j'ai une approche un peu cartésienne, c'est-à-dire je suis une scientifique, donc j'aime bien, quand je me pose des questions, je vais chercher les réponses. Hein. Et je pense que les réponses ne sont pas évidentes dans ce cas-là. On ne peut pas savoir comme ça d'où est-ce qu'on vient. Mais je pense qu'il y a une chose qu'on peut avancer, dans laquelle on peut avancer, c'est si on comprend bien notre système solaire. Si on comprend comment ces planètes ont été formées, pourquoi ce système solaire est là, comment ils ont évolué, ça nous apportera forcément des renseignements sur nous-mêmes. Comment était la Terre avant que la vie n'apparaisse? Comment était la Terre au moment où le Soleil était encore jeune, pas aussi chaud qu'aujourd'hui? Eh bien, on pense que c'était quelque chose comme Titan en ce moment. Quand Voyager est arrivé dans le système de Saturne, on connaissait l'existence de ce satellite, qui est le plus grand satellite de Saturne, mais on ne savait pas de quoi il était fait majoritairement. Et c'est là qu'on a vu que l'atmosphère de Titan, non seulement elle est significative, épaisse, mais en plus c'est une atmosphère constituée essentiellement d'azote. Et le reste qu'on a trouvé là-dedans, c'est du méthane, et donc la combinaison de l'azote et du méthane, ça donne formation à ce qu'on appelle une chimie organique, comme sur la Terre. Seulement la différence, c'est que Titan est beaucoup plus loin que la Terre. Par conséquent, c'est beaucoup plus froid. Donc, comme c'est beaucoup plus froid, c'est comme si vous preniez une Terre au moment de sa formation, que vous la mettiez dans un congélateur. En étudiant Titan, c'est pas qu'on va trouver la vie, c'est pas ça le plus important sur Titan, c'est qu'on peut étudier les conditions de la formation de la vie sur Terre. Azote, méthane, vapeur d'eau. Que peut-on tirer de ces substances naturelles? C'est Stanley Miller qui fut le premier à les utiliser dans une expérience historique, reproduisant les conditions d'une planète primitive. At that time, there was a religious point of view, which by God or whatever created life. But most thought was that it happened by natural means. When you say that it's a chemical process, that means that various chemicals together to make a living organism, and that there's no special input from God or anything of that sort. What happens after a day or so, it turns yellow and then brown, and at the end of a week, it turns very dark brown or black almost,
And this is why we call it the primordial soup. It's from which living organisms arose, and it looks presumably something like this, at least it does in this experiment. When you analyze it, it turns out there's very high yields of amino acids. Amino acids being the building blocks of proteins, and proteins are essential for life. And that was the real surprise of the experiment. We never dreamed we could get such good results. Cette matière du vivant s'est-elle formée sur la Terre ou ailleurs? De plus en plus d'indices relancent l'hypothèse de la panspermie. Lorsqu'elle s'approche de la chaleur du Soleil, les comètes, qui sont faites de glace et de roches, libèrent quantité de cailloux et de poussière qui tombent en étoiles filantes sur la Terre. Là, je crois que l'on a un très bon échantillon. Voilà. Mais vous pouvez voir une petite poussière entre les poils du pinceau. Et ça, c'est des micrométéorites. Le point critique dans toutes ces recherches, c'est d'aller recueillir des micrométéorites dans des conditions aussi propres que possible, dans les zones terrestres les plus propres, et de ne pas les contaminer avec les contaminations engendrées par l'homme dans l'environnement naturel. Petit à petit, je me suis aperçu que ces échantillons, que ces poussières d'étoiles filantes, ces micrométéorites, étaient des grains qui sont très enrichis en molécules organiques, et vous êtes amené à vous dire, mais il y a 4 milliards d'années, quand leur flux était encore plus intense que de nos jours, est-ce que ça n'a pas alimenté les mers primitives, ça, pour donner ce que tout le monde appelle la soupe primitive, et c'est un peu là-dessus que l'on travaille. A lot of scientists can work with things that are happening right now, but the people that work with the origin of life are talking about things that happened 4 billion years ago. So this is really a different sort of a science. It's more of a science of conjecture, speculation. Everybody has visited a beach at one time or another. When we look at the intertidal zone, what we often find is a kind of a white foamy material. 4 billion years ago, my guess is that there was also a kind of a foamy material coming up on the beaches. So the conjecture is that life began as having cell membranes. The fact is that membranes define all life on Earth. Life on Earth is cellular life, so there must have been a first cell. And what membranes allow cells to do is to have an interior environment that is different from and protected from the external environment. How do we test that conjecture? Well, one way is to go to some of the oldest stuff on the Earth that's organic, and this is meteoritic organics. So we can look at meteoritic organics and we can say, does this stuff form membranes? Oh, this is very nice. You're going to like seeing this. Okay, now what I'm seeing here is a field of light color, and then washing through the field are thousands of microscopic bubbles. And that's basically what we found, is that even a mixture of organic compounds as simple as those found in a carbonaceous meteorite had the capacity to form membrane structures. And what we think is that this may have contributed to the way that the first cells arrived, or at least were put together on the early Earth. On commence
à comprendre certaines étapes qui ont pu participer à la création des premières cellules vivantes. Mais les molécules organiques et les membranes cellulaires, aussi importantes soient-elles, ne dévoilent presque rien du mystérieux passage de la matière à la vie. Nous sommes faits de matière, mais en même temps, nous nous en distinguons. On dit qu'un organisme est vivant s'il peut se nourrir et se reproduire afin de traverser le temps. Si la vie est chimie, si la vie trouve son origine dans la matière inerte, se peut-il qu'il n'y ait pas de frontière bien précise entre le vivant et l'inanimé? Le virus confronte les savants face à leur définition simple et rigide du vivant. Seul, un virus n'est qu'un assemblage d'atomes inertes. Il est inanimé, et pourtant, s'il contamine une cellule, il agit comme un organisme vivant, se reproduisant et mutant. L'inanimé et le vivant surprennent par leur ressemblance. Ce cristal peut croître et se multiplier, pourtant il est inerte. La levure, elle, est vivante. Sous des apparences de simples rochers, les stromatolites sont néanmoins vivants. Ils représentent la forme de vie la plus primitive connue à ce jour. Entre de minces couches de sédiments vivent des tapis de cellules bactériennes. Chaque fois que la nature se dévoile à nos yeux, nous devons réévaluer l'arbre généalogique des espèces. Peu à peu, les branches se multiplient, se détaillent, se complexifient. On cherche un sens, un grand principe qui sous-tende cette organisation du vivant. Pour y voir clair, on dégage les grandes lignes, les branches maîtresses de cet arbre des espèces. Des savants ont observé les champignons, les animaux, les plantes, et les ont regroupés sur une même branche de l'arbre évolutif, la nôtre, la branche des cellules à noyaux. Un autre type de vie prolifère sur Terre, les bactéries. Les bactéries incarnent la vie dans ce qu'elle a de plus brut, sans fioriture. Elles peuvent croître et se multiplier à la vitesse limite de ce qui est matériellement possible. Les bactéries forment la seconde branche de l'arbre, celle des cellules sans noyau. Un troisième type de cellule a été mis à jour, les archéas. Sans noyau,
elles ressemblent aux bactéries. Toutefois, le décodage de leur ADN a montré qu'elles représentent une branche distincte. Trois branches, trois expressions de la vie, mais un seul tronc commun, car le code génétique de toute vie terrestre est unique. La vie sur Terre est une. If we look at Earth, we see that there's only one type of life on planet Earth. Every organism, from the smallest bacteria to the biggest whale, are all basically identical in terms of their biochemistry, in terms of their genetic structure. From a science point of view, it's difficult to understand life when we only have one example. What we need is another example to compare to so that we can develop theories of what is important in life and what is not. Could there be life based on a different chemistry than we know it? Could there be life based on a different genetic code? We will never be able to address those questions very well until we get more examples. The reason we study life on Earth in cold and dry conditions is because we're interested in the possibility of life on Mars. And the coldest, driest place on Earth is the Antarctic dry valleys. There's two microbial ecosystems. One is just beneath the surface of ice. And living in the water, we find very simple algae and very simple bacteria. The other is up high in the mountains, inside of rocks. Organisms live just a millimeter or 2 millimeters below the surface of the sandstone. They represent the champion on Earth of organisms that can live in cold and dry conditions. So we study life in these very cold and very dry environments to try to understand how life can adapt to cold and dry conditions, and to understand what is the limits of that adaptation as it gets colder and colder and drier. Eventually, a limit will be reached, and life cannot survive any further. That limit seems to be tied to the occasional presence of liquid water. As long as there is a way for even a few days a year for there to be liquid water present in the stone or under the ice, then microorganisms can live. When we look in Mars's history, we see evidence that there was water, lots of water. So Mars may not have been always as cold as it is today. And when Mars was warmer, maybe it was warm enough that life that we see in these cold, dry places on Earth could survive. Are we alone in the universe? And that is a broad philosophical question. Maybe on other planets, life could have developed into more complex forms and maybe even intelligence, but we just don't know. Un autre objet de notre système solaire suscite beaucoup d'intérêt. Europe. Europe est une des lunes de Jupiter, la planète géante. La surface d'Europe est recouverte de larges glaciers et ne présente presque aucun cratère d'impact. Des scientifiques pensent que les glaciers flottent et se renouvellent au rythme des marées sur une mer d'eau souterraine. Une mer d'eau cachée sous la glace. Et quand ils disent eau, toujours ils pensent vie. Sur Terre, on découvre encore aujourd'hui des formes de vie inattendues qui évoluent sous des pressions intenses, à des températures extrêmes
jusque dans les abysses, où l'énergie du soleil ne pénètre pas. Aux abords des fumerolles sous-marines, la vie évolue. Ici, la chimiosynthèse remplace la photosynthèse. Le contact des évents avec l'eau dégage une énergie chimique que des bactéries réussissent à capter. Les bactéries, à la base de la chaîne alimentaire des oasis sous-marines. Un autre type de recherche défriche les bases de la vie. Dans les diverses couches géologiques, des explorateurs découvrent des traces laissées par des vies anciennes, aujourd'hui disparues. Grâce aux fossiles, nous avons pu reculer dans le temps. Il y a 2 milliards d'années, vivait ce primitif organisme à noyau. Les plus vieux fossiles bactériens sont encore plus anciens. Ils datent de presque 3 milliards 500 millions d'années. Ils sont longtemps restés les plus vieilles traces de vie terrestre. Well, it's been known for some time that the coastline of southern West Greenland contains some of the oldest rocks known on the Earth. When I say they're old, they're truly old. They're as old as or older than 3.9 billion years in age. It's a detective story. So being a geologist is a lot like being a detective. You search for clues, you search for circumstantial evidence that allows you to build a picture of this early surface environment out of which life emerged and populated the whole planet. What were they when they were being formed? How have they changed since their time of formation? And what information do they still contain? Maybe the best way to examine evidence for life in rocks is by searching for a morphological fossil, the shape of something that you can recognize. But in the oldest rocks of all, such small, fragile forms would have been destroyed by processes of heat and pressure and recrystallization. That what you're left with finally is a search for a chemical remain of life. Something that's left behind that cannot be mimicked by any non-biological process. You have a piece of charcoal that you gave to me, and you asked me, was this living or not? I could tell you by measuring the amount of light carbon versus the amount of heavy carbon in there. This is a process that life fractionates the carbon that is unique to it, and that there is no known process other than life that can do that. We can use this signature of life in the rock record without the interpretation of shapes to search for life in the oldest rocks of all. Samples that we took from this rock indicated the presence of metabolically
sophisticated life, life that was happily living, eating, metabolizing, and reproducing. What was the nature of this life? We're not sure. It was most probably bacterial. If life appeared so early and was so sophisticated, then perhaps it's easy to form life on planets. Sur notre planète, la Terre, la vie a suivi un certain chemin, puis une certaine évolution. Elle est devenue celle que nous connaissons. Pourquoi cette vie-là et pas une autre? Qu'est-ce qui a fait que l'évolution s'est orientée dans cette direction? There are a handful of things, such as external factors, the environment, extinction mechanisms, asteroids, volcanoes, bacterial infections, things like this, that will change the evolutionary future of a group. About 240 or so million years ago, there was a major extinction at what's called the Permo-Triassic boundary. 95% of all marine organisms suffer major extinctions. Some groups disappear completely and totally. Trilobites are gone forever. A group of long-lived arthropods that survived for 300 million years, that's the end for them. So the Permian extinction really is an excellent example of how things disappear, even the mechanism, and also an excellent example of how new groups of organisms rise up, radiate outwards, diversify, and fill up the entire globe in a very short time again. Les espèces actuelles, croit-on, représentent à peine 1% de toutes les espèces ayant vécu sur Terre. La diversité du vivant se développe aussi à l'intérieur d'une même espèce. Aucun zèbre n'est identique. Chaque individu est unique. À chaque naissance, apparaît une nouvelle combinaison génétique. Au fil des générations, les gènes des individus sélectionnés transforment l'identité d'une population et, parfois, ouvrent de nouvelles bifurcations à l'arbre évolutif. Ce que nous savons aujourd'hui, d'une manière, je dirais, tout à fait... je n'ose pas utiliser le mot certaine, parce qu'en science, on n'est jamais certain, mais enfin, avec beaucoup de confiance, c'est que chacune des mutations au départ de ces bifurcations, ou chaque mutation d'une manière générale, parce que la plupart des mutations n'engendrent pas des bifurcations, parce qu'elles conduisent à la mort, au dépérissement de la lignée en question. Mais chaque mutation est un événement accidentel, dans ce sens que la cause de la mutation n'est en rien liée à sa conséquence. La girafe n'a pas allongé le cou pour atteindre les hautes feuilles des arbres. Elle est née avec un long cou, ce qui lui a permis d'atteindre ces feuilles. Les espèces bien adaptées à leur environnement survivent et se reproduisent. When we look at evolution, we want it to be progressive, we want to understand it, so we put these little pictures. In other words, the iconography of evolution presumes a progression. Is this accurate?
Absolutely not. What you're really missing when you represent evolution as if it was progressive through those stages with no evolution within those stages, you really miss the diversity of life that exists today, but also the diversity of living things that existed 100 million years ago, and 300 million years ago, and 500 million years ago, and so on back. And the other thing that you don't understand when you represent evolutionary history that way is that most of those organisms are still alive today, and these are the descendants of those ancient ancestors. On peut dire que dans l'évolution horizontale, donc la création de toutes sortes de variétés différentes sur un thème déterminé, alors là, le hasard joue. D'accord. Mais dans l'évolution verticale, les choses sont différentes. L'évolution verticale, c'est l'évolution vers une complexité croissante. Une direction particulièrement importante de l'évolution verticale vers la complexité, c'est celle qui comporte une augmentation de la complexité du système nerveux. On peut imaginer que certaines méduses primitives avaient peut-être une demi-douzaine de neurones, de cellules nerveuses, forment une sorte de collier autour de l'orifice buccal, de la bouche, et les stimulations coordonnées de ce collier pouvaient, par exemple, faire que la méduse contracte brusquement ensemble tous les muscles, ce qui lui permet de se propulser. Et puis, progressivement, vous regardez le poisson, vous regardez l'amphibien, vous regardez le reptile, vous regardez les premiers mammifères, vous voyez chaque fois un cerveau qui devient de plus en plus grand. Et puis alors, chose tout à fait extraordinaire, vous avez cette accélération fantastique au cours des derniers 6 millions d'années, triplement de la masse du cerveau en 600 millions d'années. On passe d'une demi-douzaine de neurones à 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Dans la mesure où c'est l'environnement qui va jouer le rôle principal pour la sélection, est-ce que vous pouvez imaginer un environnement où il ne serait pas avantageux d'avoir un meilleur cerveau? La vie doit conduire à une très grande diversité, bien sûr, mais avec une probabilité qui n'est pas négligeable vers une complexité croissante, vers des cerveaux de plus en plus développés et donc vers des phénomènes psychiques, conscience, sentiments, raisonnement, sens moral. The brain is an interesting structure when we start to ask questions about the origin of the thing. It's really nothing more than a big collection of nerve cells. And if you treat the brain as a collection of nerve cells, rather than as some sort of structure that contains the consciousness and the soul of man, you can get a much better idea on the origin and evolutionary history of that anteriorly placed in the head, connected to eyes and ears and other sensory systems. Brain evolution has gone through a series of stages, from fishes to amphibians, through birds and through to mammals. The last step in each group is different. In humans and in primates, that particular region of the brain, the forebrain, became enlarged. As to why, it's a very good question. Was it directed in that way? Is it necessarily more complex, or is complex better? Perhaps that's an even deeper question to ask. Complexity exists, but does that complexity mean that it's a better kind of brain? And again, the answer is simply no. There is no way to judge whether the human brain is a better sort of brain than that you find in a bird or in a seal or in a lizard.
It simply performs a different function for the organism. Nothing more than that. For example, we find bacteria everywhere. They live in the deepest ocean vents on top of everything. You and I are hosts for hundreds of different species of bacteria just on the surface of our skin. They're everywhere. They're specialized into millions and millions of different sorts of niches and different sorts of environments. And to make matters worse, at least medically, they're very, very adaptable. They evolve very quickly. We're aware right now that certain antibiotics cease to work after a while because the bacteria can specialize and no longer are affected by those antibiotics. They develop a resistance. So are human beings the most successful species? From a biological and adaptive standpoint, not in the least. And in terms of biotic diversity, definitely not. We're just one species of one particular branch on one particular lineage that's part of a great radiation of other things. By no means the most successful. You look at this progression of things through this hierarchy to produce you. It looks like it's even been directed in order to get there. But there is no predictability to it because the system is so open to random effects. On comprend pourquoi la plupart des évolutionnistes aujourd'hui disent que nous sommes, nous les humains, le produit d'un phénomène extrêmement improbable, le résultat de milliers de ces coïncidences dues au hasard, mutation, environnement. Donc la théorie qui domine parmi les évolutionnistes, c'est, je dirais, la théorie de la contingence. Recommencer comme vous n'allez jamais retrouver les mêmes voies évolutives. Alors c'est ici que je suis pas tout. Tout dépend du nombre de possibilités que vous offrez au hasard. Et donc pour moi, hasard n'exclut pas inévitabilité. En 5 milliards d'années, vous savez, tout ce qui peut se produire, tout ce qui peut arriver dépasse de loin notre imagination. Et il peut très bien que dans 100 millions d'années, dans 500 millions d'années, une autre lignée évolue vers la complexité, vers une complexité croissante, avec peut-être moins de défauts que ceux que l'on trouve dans l'espèce humaine. It would perhaps, if we were left with nothing but bacteria, start the whole ball rolling again from scratch. Maybe 3 billion years down the road, we would find an entirely new history of life that didn't look anything at all like this one, but with groups of organisms that had evolved and specialized around an entirely new suite of genetic constraints and environmental constraints to become something totally different than what we see today. Maybe another tree of life. Si l'histoire de la vie s'illustre par un arbre, peut-être trouverons-nous des réponses en étudiant l'arborescence. Que cache cette structure répétitive? Aucun arbre n'est identique et pourtant, quelque chose fait que tous les arbres se ressemblent. Existe-t-il un plan, un principe qui sous-tende cette structure, qu'on retrouve fréquemment dans la nature et pas seulement chez les arbres? Arborescent est ce réseau sanguin de
ce fleuve, l'Amazone. Arborescent aussi, ce canyon dans un désert de Namibie. Platon, le philosophe, avait ce sentiment que des formes cachées modelaient l'univers. Une réalité éternelle et immuable, dont nous faisons partie, mais que nous ne pouvons percevoir. Nous nous sentons différents des autres espèces. Pourtant, comme elles, nous sommes produits de multiplication cellulaire. Ce sont nos cellules qui déterminent et transmettent notre nature. Parce que nous nous distinguons des autres espèces vivant sur Terre, nous cherchons ailleurs une forme de vie à laquelle nous comparer. En écoutant attentivement le ciel, nous avons l'espoir de capter un jour le signe d'une autre civilisation. La Lune tourne toujours la même face vers la Terre. En particulier, ça, c'est la figure habituelle de la Lune qu'on peut voir quand elle est pleine, par exemple, avec ses deux yeux, l'œil gauche, par ici. Mais cette face visible est entièrement polluée par les ondes radio que les humains émettent de partout. Il y a quelques années, j'ai commencé une action au niveau international pour protéger un endroit spécial derrière la Lune. Le cratère Sahara est ici. Il est situé sur l'équateur de la Lune. Donc depuis le cratère Sahara, avec des radiotélescopes, on peut voir le nord, le sud, c'est-à-dire on peut voir tout le ciel. Donc ça, c'est important. Et puis d'un autre côté, il est sur la face cachée de la Lune. Toute cette partie-ci est visible de la Terre. Celle-là est invisible. Donc s'il y a un radiotélescope ici, il ne pourra pas capter, être gêné par les parasites radio venant de la Terre. Donc l'intérêt de s'installer là, pour avoir un environnement complètement pur, non pollué, qui permet de chercher des signaux extrêmement délicats, ce qu'on ne peut plus faire maintenant depuis la Terre. Depuis que nous observons le cosmos, nous avons toujours soupçonné la présence d'autres planètes, ailleurs, tournant autour d'autres étoiles. Il faut bien se rappeler que toutes les étoiles, c'est des soleils comme le nôtre. On a un système avec beaucoup de planètes qui tournent autour du soleil. Donc, depuis très longtemps, les gens se posaient la question, est-ce qu'il y a des planètes autour des autres étoiles? Le problème, c'est que c'est difficile. Les planètes sont tellement légères qu'elles perturbent très très peu le mouvement des étoiles. Elles sont très faibles, très peu lumineuses, donc très difficile de les voir. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en avait pas trouvé pendant très longtemps. Tout le monde savait qu'il y avait des planètes, tout le monde était sûr qu'elles existaient, mais tout d'un coup, de montrer que ça existe, ça a changé beaucoup de choses dans la tête des gens. Et en particulier, je crois, le fait de montrer qu'il existe beaucoup de planètes géantes qui sont différentes de notre propre système solaire, ça a changé l'état d'esprit des astrophysiciens qui ont vu que notre système solaire, avec ces planètes comme la Terre,
rocheuses à l'intérieur, des planètes géantes à l'extérieur, n'était pas le seul modèle qu'on pouvait avoir. Et donc ça a énormément stimulé notre manière de comprendre la formation des systèmes planétaires. Et donc, évidemment, comme la vie est intimement liée aux planètes, puisque c'est l'endroit où la vie a une chance de se développer, évidemment, d'une manière indirecte, ça a des conséquences importantes sur cette question fabuleuse, fantastique. Oh yeah, this is the star that's interesting. This star is one that has at least one planet around it. It's called Upsilon Andromedae. It's in the constellation of Andromeda. It's very close to the Andromeda galaxy, and it has at least one planet. It might have 2 planets going around it, maybe even 3 planets going around it. Dans la foulée de la découverte de Pégase 51, l'équipe de l'astronome Jeffrey Marcy a décelé le premier système planétaire. La nouvelle est maintenant confirmée. Autour de l'étoile Epsilon d'Andromède tournent bel et bien 3 planètes. All of the planets that we have found are orbiting stars within our Milky Way galaxy. It contains 100 billion stars, an unbelievably large amount of stars. But there are many, many other galaxies out there, each one of which has approximately 100 billion stars. So when you look up at night, you see the stars in our own galaxy, but if you look through the stars, there are other galaxies, and each one of them has at least 100 billion stars. And all of these stars may have planets going around them. Quel est le nom qu'on aurait pu donner à cette première planète? Moi, j'aurais trouvé assez sympathique de donner le nom d'Épicure, le philosophe grec qui, il y a plus de 2300 ans, avait écrit une lettre à Hérodote où il mentionnait son sentiment que l'on n'était pas la seule planète. Lui, il disait il doit exister une infinité de mondes dans l'univers. Et il allait même beaucoup plus loin dans la même lettre. Il exprimait sa conviction que ces autres mondes devaient être aussi habités. S'il y a de la vie ailleurs, à quoi ressemble-t-elle? Saurons-nous seulement la reconnaître? Récemment, des savants ont découvert dans la nébuleuse d'Orion des molécules organiques. La matière du vivant est synthétisée naturellement dans les nuages interstellaires. L'univers, semble-t-il, serait porteur de vie. Il existe une filiation, quelque chose qui nous relie à la matière, à l'univers. Un lien cosmique qui nous dépasse, plus que nous ne pouvons l'imaginer.